Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui attaque une nouvelle saison et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec Samantha Lemeunier. Bonjour Samantha. Bonjour Nicolas. Alors, on va aujourd'hui faire une émission que vous avez intitulée l'intertexte littéraire de Mister Robot, du texte à l'hypertexte. Donc, on va revenir sur une série qu'on a déjà évoquée dans la première saison d'Histoire en série avec Hugo Orin. Et on va voir une émission totalement différente et c'est très très bien parce que comme ça, on peut avoir plusieurs lectures d'une même série. Alors, avant d'attaquer l'émission à proprement dit, Samantha, je vais vous présenter. Vous êtes doctorante à l'ENS, donc Ulm, donc au sein de l'ED 540 et membre de l'USR République des Savoirs, où vous faites partie de l'équipe CRRLPM qui s'intéresse au rapport entre littérature, philosophie et morale. Vos recherches sont notamment consacrées à William Carlos Williams et elles ont abouti à une monographie, l'improvisation chez William Carlos Williams, expérience limite du modernisme, qui est paru en 2020 aux éditions L'Harmattan. Et dans votre thèse, William Carlos Williams et l'hypermodernité au-delà de la défiguration, une thèse qui est dirigée d'ailleurs par Hélène Hadji, vous, Samantha, vous avez une approche culturelle de la littérature moderniste américaine, tout en vous nourrissant vos réflexions sur la philosophie, la psychanalyse, afin de circonstancier la délicate classification de cet auteur. Alors, Hugo Orin avait fait une approche très historique, on va dire, de Mister Robot. Ça ne sera pas du tout votre cas ici. C'est pour ça que j'ai dit aux auditeurs, on va avoir une émission vraiment complémentaire. Alors, peut-être très, très rapidement, en introduction, nous rappeler, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'émission avec Hugo, c'est quoi Mister Robot? Nous allons faire le pitch. Et puis, je vous pose de suite aussi la première question qui servait d'introduction, c'est comment est-ce que on arrive dans une série comme ça à concilier une certaine tradition culturelle alors qu'on est sur une série futuriste? Oui, je vous remercie pour cette question. En effet, l'idée de tradition littéraire, elle est très intéressante pour moi puisque je m'intéresse, comme vous l'avez dit, à la littérature. Et puis dans Mister Robot, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette idée de futurisme, de dystopie dans le futur. Et en même temps, il y a beaucoup de références au passé. Donc, c'est à ça que j'aimerais m'intéresser aujourd'hui. Et donc, pour présenter la série, le personnage principal, c'est un pirate informatique. Et dans Mister Robot, l'interpénétration entre monde réel et monde virtuel est décrite, puisque Elliot, donc le personnage principal, est un informaticien new-yorkais qui travaille en tant qu'ingénieur de sécurité au sein de la société de cybersécurité AllSafe, et il s'assure de la protection des données informatiques des grandes entreprises, notamment de E-Corp. Et très rapidement, il est contacté par Mr. Roberts, qui dirige ce qui s'appelle la F-Society, qui est un groupe anarchiste qui semble vouloir utiliser AllSafe, donc la société où Elliot travaille, pour pirater et s'attaquer au conglomérat E-Corp, qui, selon la F-Society, contribuerait au maintien de la pauvreté. Et ce groupe, au fur et à mesure des épisodes, on apprend qu'il est lié à une organisation de plus grande envergure, la Dark Army, qui est dirigée par White Rose et agit à l'international. Alors, je ne vais pas en dire plus sur la Dark Army parce que sinon, je vais spoiler toute la série. Mais c'est intéressant pour moi de le mentionner puisqu'on va en parler un petit peu. Et ensuite, Elliot, quand il est contacté par Mr. Robot, il hésite à rejoindre la Life Society comme tout individu à peu près normal, puisqu'il ne comprend pas d'emblée le fonctionnement et les motivations de l'organisation. Les méthodes que l'organisation utilise pour le contacter sont plutôt douteuses.
Et par la même occasion, en tant que spectateur, nous ne sommes pas non plus omniscients, puisque le point de vue de la série est homodiégétique, c'est-à-dire que le spectateur voit majoritairement au travers des yeux d'Elliot, personnage qui n'est pas très fiable puisqu'il consomme des drogues et il souffre de plusieurs pathologies psychiques qui lui provoquent, entre autres, des amnésies. Par exemple, il oublie l'identité de certains personnages de la série. Et puis, en parallèle des actions du protagoniste, il y a d'autres personnages comme Angela, qui est l'amie d'enfance d'Elliot, qui considère que E-Corp est responsable de la mort de ses parents et également des parents d'Elliot. Et elle essaie de s'attaquer au conglomérat par des moyens légaux. Elle accepte ainsi un poste à E-Corp dans l'espoir d'y trouver des preuves incriminantes contre le conglomérat. Et c'est de cette manière-là qu'Elliot parvient à obtenir, lui, des informations de l'intérieur d'E-Corp, qu'il s'agisse de celles fournies par Angela ou Tyrell, qui est un autre employé ambitieux du conglomérat qui se retourne un petit peu contre E-Corp. Dès lors, la série, elle s'organise autour de plusieurs enjeux et au-delà d'être une œuvre de divertissement, Mr. Robot, qui est diffusé pendant la présidence de Donald Trump, a des implications idéologiques et culturelles, comme l'a souligné Hugo Orin, comme vous l'avez dit dans son podcast, puisque la série, comme il le dit, dépeint une sorte d'extrême gauche américaine qu'on n'a pas tant l'habitude de voir. Mais de mon côté, je trouve que la série, elle est également intéressante d'un point de vue esthétique, puisque nombreuses sont les références à l'art et à la littérature. Sam Esmail, qui est le réalisateur de la série, a d'ailleurs fait des études d'art en sus de ses études d'informatique, et on le voit à travers toutes les références intertextuelles à d'autres films ou à d'autres œuvres littéraires. Par exemple, les lunettes en forme de cœur de Darlene, qui est la sœur d'Eliot, font écho à Lolita, qui est un roman de Vladimir Nabokov qui a été publié en 1955 et qui a été adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1962, puis par Adrian Lyne en 1997. Et dans ces films, il y a quelques objets qui sont repris dans Mr. Robot, donc comme je l'ai dit, notamment les lunettes en forme de cœur de Darlene, qui étaient dans les films précédents, les lunettes de Lolita, tout simplement. Ensuite, le décor de la saison 2 fait apparaître plusieurs livres, notamment la pièce En attendant Godot, qui est une pièce de Samuel Beckett de 1952. Et puis, Tyrell récite à plusieurs reprises le poème intitulé La brouette rouge de William Carlos Williams, qui est le poète que j'étudie dans ma thèse. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cette série également. Donc, ces références, elles sont à première vue surprenantes, non seulement puisqu'elles n'ont a priori rien en commun, mais également parce qu'elles sont représentatives d'une tradition passée, comme je l'ai dit, qui entre en contradiction avec la dimension futuriste et dystopique de Mr. Robot. Dès lors, afin de faire sens de cet intertexte littéraire, tout en expliquant le parallèle créé entre texte littéraire et hypertexte informatique, il est possible de suivre une typologie des principaux genres littéraires évoqués dans la série, nommément la prose théorique, la fiction en prose, le théâtre et la poésie, chaque genre donnant en effet accès à différents niveaux d'interprétation de la série, et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Effectivement, Samantha, dans une première partie de cette émission, on va s'intéresser à savoir dans quelle mesure les écrits théoriques constituent-ils une sorte de ce qu'on pourrait appeler code source de cette F-Society, avec une première question autour de peut-être, dites-nous, quels sont les travaux en prose qui finalement s'inspirent de la F-Society? Oui, alors en effet, il y a des écrits théoriques qui constituent, comme vous le dites, un code source, c'est-à-dire le fondement de l'idéologie de la F-Society. Il s'agit notamment d'écrits anticapitalistes, puisque cette idéologie anticapitaliste, elle est entre autres héritée des travaux du théoricien russe Pierre Kropotkin, et notamment de La conquête du pain, qui est un ouvrage qu'il a écrit en 1892 et dans lequel il avance que le capitalisme prospère grâce au maintien de la pauvreté. Donc, c'est exactement la même chose que ce que la F-Society dit. Et cet ouvrage est explicitement cité dans le jeu Mr. Robot, donc un jeu sur téléphone, etc., qui est une poursuite transmédiale de la série. Et le personnage éponyme de Mr. Robot constitue également un néo-théoricien qui partage les mêmes opinions que Kropotkin dans la série, puisque à l'épisode 7 de la saison 3, par exemple, il souligne la cupidité des capitalistes en déclarant, je cite, on nous manipule continuellement à tous les plans, juste pour que d'autres se renflouent les poches, pour que d'autres aient un contrôle absolu. Elle est là,
la conspiration. Kropotkin s'inscrit donc dans la doctrine politique du communisme libertaire ou communisme anarchiste, comme l'auteur le désigne dans La conquête du pain. C'est une idéologie au croisement du communisme et de l'anarchisme, doctrine qui prône non pas le désordre social, mais la liberté politique maximale permise, entre autres par une démocratie directe. Et le communisme libertaire apparaît dans les années 1870 au sein de l'Association internationale des travailleurs, aussi connue sous le nom de Première Internationale. Et à cette époque, la Première Internationale s'est divisée entre collectivisme libertaire et communisme libertaires. Les premiers souhaitaient associer une valeur au travail, tandis que les seconds, donc comme Kropotkin et comme Mr. Robot, considéraient qu'il était impossible de quantifier la valeur de l'activité humaine. Donc, pour situer cette doctrine, le communisme libertaire était si proche du communisme marxiste que des tentatives de fusion entre les deux doctrines ont fini par être théorisées, comme en témoignent les travaux de Daniel Guérin dans les années 1960, par exemple. Donc, les écrits anticapitalistes russes, tels que ceux de Kropotkin, sont ainsi une source d'inspiration pour le réalisateur de Mr. Robot. À ce propos, juste avant de pousser Elliot de la balustrade côtière dans l'épisode 2 de la saison 1, le spectateur peut apercevoir Mr. Robot en train de lire Résurrection, donc un roman de Tolstoï de 1899, qui est un autre auteur russe célèbre pour ses écrits qui condamnent la privation de liberté qui existe dans les structures de pouvoir capitalistes. Donc le choix d'auteurs russes plutôt que d'auteurs occidentaux est assez symbolique, puisque historiquement, l'opposition entre marxisme et capitalisme correspond à une dichotomie entre l'URSS et les États-Unis qu'on a pu observer pendant la guerre froide et qui ont pu, tout récemment avec la guerre en Ukraine, être ravivées, prolongées ou encore transformées. Donc symboliquement et dans l'imaginaire collectif, tout ce qui est d'origine russe, à l'instar de Résurrection de Tolstoï ou des écrits de Kropotkin, tout ce qui est d'origine russe donc vient s'opposer au système capitaliste américain tout en étayant l'idéologie de gauche et presque marxiste que défend la F-Society. Alors effectivement, cette idée est très très intéressante, hein. Hugo aussi l'avait évoqué, cette idée autour du communisme, et vous rentrez par les textes. Alors ça c'est très bien parce que justement vous évoquiez cet ouvrage de Tolstoï, Résurrection. C'est un texte qui a quand même le titre d'ailleurs des connotations religieuses. Alors peut-être est-ce que vous pourriez nous dire si dans cette série Mr. Robot, il y a quand même une place justement, alors qu'on ne s'attend pas, on parle d'anarchisme, mais pour un intertexte biblique. Oui, alors je vous remercie pour cette question, puisqu'en effet, dans l'œuvre de Tolstoï, qui est quand même assez présente dans Mr. Robot, il y a une dimension religieuse importante, et à première vue, Elliot ou les autres personnages de Mr. Robot n'ont pas tant de liens que ça avec la religion. Mais dans l'ouvrage de Tolstoï, en fait, le personnage trouve refuge dans la religion, mais pas dans une religion telle qu'elle est officiée et instituée par l'Église, puisque Tolstoï a toujours condamné les pouvoirs ecclésiastiques et a fini par être excommunié par l'Église orthodoxe russe d'ailleurs. Donc non, il s'agit de ce que Tolstoï nomme le véritable christianisme, entre guillemets, selon lequel la raison nous vient directement de Dieu et non pas des pouvoirs qui, soi-disant, le représentent. Et donc c'est en suivant cette doctrine et cette spiritualité que Tolstoï, d'abord nihiliste, s'inscrit ensuite dans l'anarchisme chrétien qui prône la révolution, tout comme tout courant anarchiste, à la différence que cette dernière est une révolution plutôt personnelle et spirituelle. Et donc dans la série, il y a plusieurs personnages qui nous font penser à cette idée de révolution personnelle et spirituelle, notamment Angela qui essaie de se reconstruire en écoutant des podcasts de motivation, un petit peu liée à la spiritualité. Et même si à première vue, Elliot ne semble pas lié au christianisme dans Mr. Robot, de nombreuses références religieuses en filigrane ponctuent la série. Par exemple, dans le journal qu'Elliot rédige à la saison 2, une référence à l'évangile de Matthieu est établie puisque le spectateur peut lire, je cite le journal d'Elliot, Matthieu, chapitre 12, verset 40, puisque Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Donc cette citation du Nouveau Testament met en exergue les références synoptiques à Jésus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament annoncent la résurrection de Jésus. Et cette citation apparaît à un moment où, comme Jonas, Elliot est coincé dans le ventre
pas vraiment d'une baleine, mais du système social, nommément une prison. Et donc, cette citation, elle présente, entre guillemets, le protagoniste comme un prophète. Euh, et donc, les images et l'intertexte religieux sont retravaillés, tout comme Tolstoï retravaille le rapport à la religion et inspire dans une certaine mesure la diégèse de Mr. Robot. En outre, le détournement ou la défiguration de certaines références religieuses contribue à la défamiliarisation à l'œuvre dans Mr. Robot, puisque c'est une dystopie, il y a forcément défamiliarisation, et ça permet d'instaurer cette atmosphère dystopique. Et enfin, le texte biblique, puisqu'il suppose une exégèse, c'est-à-dire une interprétation, est en quelque sorte encodé, ce qui permet au réalisateur de faire écho aux techniques de codage informatique des hackers. Et concernant la religion, enfin, l'idée de prophétie mentionnée précédemment est d'ailleurs réitérée au travers de références à des œuvres littéraires aujourd'hui considérées comme des pseudo-prophéties, à l'instar de L'Agent secret de Joseph Conrad, qui est cité dans le jeu Mr. Robot, que j'ai mentionné plus tôt. Et en fait, cette œuvre de Conrad a été considérée comme prophétique par les autorités américaines, en particulier le FBI, qui considère que les actes du terroriste américain surnommé Unabomber étaient prédits par Conrad. Et Hugo Orin, d'ailleurs, passe par d'autres chemins que la littérature pour expliquer le lien entre l'histoire de Mr. Robot et celle du terroriste Unabomber. Et il explique, donc Hugo Orin explique que ce terroriste s'oppose à l'hyperdigitalisation de la société en envoyant divers colis piégés à ceux qui participent à cette société technologique, ce qui rappelle le modus operandi de la F-Society. Et donc, on voit que par ces divers chemins, on arrive aux mêmes conclusions et aux mêmes influences. Donc, ça renforce tout simplement les dires d'Hugo Orin et ça montre que la religion, elle permet aussi de soutenir cette idée d'anarchisme et d'anarchisme chrétien, entre guillemets, et de révolution personnelle. Vous évoquiez Samantha à l'instant, hein, cette œuvre de Conrad, hein, L'Agent secret. Alors, est-ce que ça, véritablement, ça fait appel à des références autour de l'espionnage? Est-ce que cette thématique-là, elle est importante dans la série Mr. Robot? Bien sûr, c'est vrai que ce sont des anarchistes, mais ils utilisent également des méthodes d'espionnage pour s'infiltrer dans certains bâtiments, pour s'infiltrer dans certaines données informatiques. Et L'Agent secret, au-delà d'avoir été considéré comme une œuvre prophétique, c'est surtout un roman d'espionnage et d'infiltration, deux thèmes qui ont largement inspiré Sam Esmail, puisque Angela et Tyrell, comme ils travaillent chez E-Corp, ils sont en quelque sorte les espions d'Eliot, tandis que les musiques de la série, notamment le thème principal de Mr. Robot composé par McQuile, suivent une structure vraiment similaire à celle des musiques d'espionnage classiques, puisque les musiques d'espionnage classiques sont construites à partir d'un fond de musique un peu douce, jazz, au rythme lent. Et ce fond est rappelé par les cordes synthétisées du début du thème de Mr. Robot, puis suivant un principe d'accumulation d'autres instruments, notamment dans Mr. Robot des percussions et des instruments à vent, on superpose des crescendos et des saccades rythmiques au riff suave du rythme initial et des ostinatos également qui sont caractéristiques de la musique d'espionnage. Et enfin, il y a pas mal de références également au KGB et aux méthodes utilisées par les espions, puisque le thème du secret fait référence en effet au KGB et les hordes d'agents au visage camouflé sous une casquette ou sous des lunettes débarquent, rappelant le KGB. Et c'est ainsi pour faire face aux techniques d'espionnage typiques du KGB que Elliot détruit tous ses outils informatiques et grille ses disques durs au micro-ondes. Donc il y a plusieurs passages qui rappellent l'espionnage et le KGB. Dès lors qu'il s'agisse des écrits de Conrad, de Kropotkin ou de Tolstoï, le thème de l'anarchie comme remède et opposition à ce que la F-Society identifie comme une décadence des systèmes sociaux est omniprésent dans Mr. Robot, et les références à la théorie en prose servent principalement de point d'appui à l'idéologie de cette F-Society.
Néanmoins, il n'y a pas que la décadence capitaliste qui est passée en revue par la série, puisque Eliot se bat également contre l'hypocrisie du fonctionnement social, et cette décadence est morale et éthique également, comme nous le rappellent les nombreuses références au roman Lolita de Vladimir Nabokov, qui, en passant, est un autre auteur d'origine russe à nouveau. Alors, on en arrive dans la deuxième partie de notre entretien, Samantha, si vous voulez bien, et j'aurais aimé ici qu'on s'intéresse dans cette partie à savoir dans quelle mesure finalement la fiction en prose qui est citée dans Mr. Robot, elle constitue une passerelle qui donne accès à la psychologie des personnages. Et comme première question là-dessus, vous avez évoqué à l'introduction le roman Lolita. Quel lien on peut établir entre ce roman, plus précisément donc, et l'œuvre de Mr. Robot? C'est vrai que Lolita, a priori, on a du mal à voir le lien qui est fait entre l'histoire du roman Lolita et l'histoire de Mr. Robot, puisque Lolita, c'est un roman dans lequel le personnage principal séduit une jeune fille euh, et, et commet des actes pédophiles, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, totalement pédophiles. Et Mr. Robot ne commet pas ce genre d'acte. Alors c'est vrai qu'au tout début de la série, il y a une référence à la pédophilie, mais c'est tout. Et pourtant, Lolita revient tout au long de la série. Donc c'est plutôt du mode de narration qui est adopté dans Lolita que Mr. Robot s'inspire, nommément une narration qui place le lecteur dans la peau du coupable afin d'induire une certaine empathie, puisque dans Lolita, le lecteur est presque empathique et comprend, entre guillemets, le pédophile. Et c'est dans cet objectif que le mode de narration de Lolita, tout comme celui de Mr. Robot, place premièrement le spectateur en position de voyeur, puisque au début de Lolita, le narrateur invite le lecteur à le regarder abuser de la jeune fille de 12 ans en disant, je cite Lolita, « J'invite mes lecteurs avisés à prendre part à la scène que je m'apprête à rejouer. Je veux qu'ils puissent passer en revue tous ces petits détails. » Similairement, les scènes de voyeurisme se multiplient dans Mr. Robot. Les mouvements de caméra, par exemple, en particulier les zooms effectués sur le visage de l'agent Dominique Di Piero alors qu'elle se masturbe, forcent le spectateur à pénétrer l'intimité du personnage, tandis que les mêmes mouvements de caméra sont utilisés au cours des séances d'Eliot chez sa psychologue, suggérant cette fois que le spectateur pénètre non pas l'intimité physique, mais psychologique du personnage. Il faut en outre souligner l'importance du regard, aussi bien dans Lolita que dans Mr. Robot, puisque les yeux globuleux de l'acteur principal, Rami Malek, soulignent en effet la dimension scopique, visuelle et graphique de la série. Et ensuite, comme chez Nabokov, qui choisit de sous-titrer son roman Lolita ou les confessions d'un veuf de race blanche, les divers aveux d'Eliot repose sur un mode de narration confessionnel. À ce propos, dès le générique du début du pilote de la série, Eliot s'adresse au spectateur comme pour se confier en l'interpellant avec son fameux « Salut l'ami ». Et comme Eliot parle pendant le générique de début, tout est un peu comme si Eliot sortait du cadre de la série, ce qui renforce d'autant plus le lien créé vis-à-vis du spectateur à la manière d'une préface dans une œuvre littéraire. Et notons à cet égard que Lolita est préfacée par un personnage fictif inventé par Nabokov. Donc qu'il s'agisse de Lolita ou de Mr. Robot, le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'œuvre, à l'instar de la préface, sont des lieux investis par des personnages qui dépassent leurs prérogatives afin de renforcer et de rendre plus intimiste le lien qu'ils créent avec le spectateur. Ainsi, toutes ces stratégies narratives inspirées de Lolita font du spectateur le complice d'Eliot et de la F-Society en ce qu'ils contribuent à légitimer, au moins dans l'esprit du spectateur, les moyens illégaux auxquels Eliot a recours, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est hors la loi. Alors justement, Samantha, vous allez me dire, quand on regarde Mr. Robot, vous l'avez dit, cet acteur aussi très très bon, Rami Malek, on a quand même une certaine empathie envers lui. Alors justement, est-ce que cette empathie vis-à-vis d'Eliot, elle n'est pas également renforcée par ce personnage qui peut nous paraître derrière son ordinateur comme quelqu'un de très vulnérable? Si, en effet, l'empathie du spectateur vis-à-vis d'Eliot, elle est renforcée par la vulnérabilité du personnage. Il y a quelques références justement à des œuvres littéraires ou en prose qui
analyse ou présente des personnages vulnérables. Je pense notamment à Robert Skaer qui a écrit une monographie qui n'est pas traduite en français mais qui s'intitule en anglais The Body Bears the Burden, qui signifie le corps porte le fardeau. Et les souffrances psychologiques laissent des traces physiques sur le corps, c'est ce que l'auteur dit. Et cet ouvrage est cité dans le jeu mobile Mr. Robot. Et ces traces sur le corps, ces cicatrices, ces béances sont des symptômes visibles, des souffrances invisibles du personnage, comme si la peau avait cédé face à une pression psychologique trop forte. Et c'est à travers de la lumière de la théorie christévienne que ces marques peuvent s'interpréter, je pense, puisque dans Le pouvoir de l'horreur, la philosophe et psychanalyste explique en effet que l'intérieur du corps vient suppléer à l'effondrement de la frontière dedans-dehors, comme si la peau, donc je cite Kristeva, contenant fragile, ne garantissait plus l'intégrité du propre, mais qu'écorchée ou transparente, invisible ou tendue, elle cédait devant la déjection du contenu. Urine, sang, sperme, excréments viennent alors rassurer un sujet en manque de son propre. Et ça arrive assez souvent dans Mr. Robot, puisque de nombreuses scènes de la série mettent l'abject, donc cette barrière corporelle qui disparaît au centre de la représentation. Par exemple, une scène marquante est celle où Elliot vomit à l'épisode 5 de la saison 1. Et ce fluide corporel constitue un symptôme tangible de la souffrance intangible d'Elliot. Et d'ailleurs, à ce propos, Rami Malek, dans une interview, a mentionné l'impact psychologique qu'avait eu cette scène sur lui. Et il a même dit qu'en réalité, quand il vomissait à ce moment-là, c'était du vrai vomi. Il a été tellement retourné par cette scène et retourné par son propre personnage qu'il a fini par ressentir les mêmes émotions que lui à l'intérieur. Donc, ces techniques filmiques et diégétiques contribuent à développer l'empathie du spectateur vis-à-vis d'Elliot. Et il y a d'autres techniques qui sont aussi utilisées afin de rendre visibles les symptômes de la souffrance psychologique du protagoniste. Par exemple, les analepses ou les flashbacks, dans lesquels la saturation des couleurs est altérée, donne accès à une mémoire fragmentée ou déformée. Et le spectateur peut expérimenter lui-même ces flashbacks, puisque un flashback en particulier est rejoué plusieurs fois au cours de la série, mais à chaque fois avec un scénario différent, montrant l'envergure des amnésies d'Elliot. Et le spectateur est un peu perdu lui aussi quand il revoit ces flashbacks, mais avec différentes histoires à chaque fois. Et c'est qu'à la fin de la série, et grâce à l'aide de sa psychologue, que l'anamnèse, si ce n'est l'épiphanie d'Elliot, a lieu et que tous les souvenirs épars de la série font sens. Et de la même manière, la défamiliarisation est à l'œuvre lorsqu'au début de l'épisode 10 de la saison 1, une ellipse fait vivre au spectateur l'amnésie d'Elliot, puisque l'ellipse mise en place par la configuration scénique dont je ne peux trop parler, sinon je vais spoiler toute la saison, mais il y a une ellipse qui place le spectateur dans le même état d'incompréhension que le personnage, puisque comme on voit au travers des yeux d'Elliot, on ne comprend pas, comme lui, ce qui se passe. Et puis également, on peut trouver des références à Alice au pays des merveilles, où, comme dans Mr. Robot, la distinction entre imagination et réalité est brouillée. Donc, encore une fois, on expérimente la mauvaise mémoire d'Elliot et ses troubles psychiques, puisque si dans ses aventures, Alice trouve des pense-bêtes comme « mange-moi et bois-moi », Elliot, quant à lui, trouve des notes du type « lis-moi et laisse-moi » lorsqu'il découvre le piratage de Mr. Robot à All Safe dans le pilote de la série. Donc, ça montre bien le parallèle entre Alice et Mr. Robot. Et Alice est aussi un intertexte foisonnant qui a servi de nombreux films auxquels Mr. Robot fait écho. Je pense par exemple à Matrix, où le thème du lapin blanc d'Alice est réinvesti et où le nom de famille du personnage Neo Anderson rappelle celui d'Elliot Alderson. Donc c'est parce que Alice, comme Matrix et Mr. Robot, est construit autour d'une dimension irréelle qu'il y a des références à Alice dans Mr. Robot. Et chez Mr. Robot, la dimension numérique du dark web est mise en avant, cette dimension irréelle, mais aussi la dimension irréelle du psychisme et des symptômes psychologiques de Elliot.
il y a aussi une dimension plus onirique dans Alice qui est aussi présente dans Mr. Roberts. Puisque Elliot, on le voit souvent dans un lit, dormir, on ne sait pas s'il est entre rêve et réalité. Et enfin, dans Alice, il y a énormément de références aux drogues, comme la nicotine, Morse fume des cigares, l'opium avec la chenille qui fume un narguilé, un peu comme si elle était dans une opiumerie, et puis les champignons hallucinogènes, puisque Alice se retrouve à un moment sous l'influence d'un champignon. Et ça rappelle Elliot qui lui aussi expérimente plusieurs drogues dans Mr. Roberts, lui permettant ainsi de naviguer au sein d'une société qui le marginalise. Et puis enfin, tout comme Alice au Pays des Merveilles qui retrace le passage d'Alice de l'enfance à l'adolescence, il s'agit pour Elliot de grandir aussi sur le plan social et d'explorer une nouvelle dimension identitaire. Il passe de hacktivist, donc un hacker qui défend certaines personnes isolées, à un activiste de plus grande envergure au service d'un groupe anarchiste et d'une nation presque. Donc, on est toujours avec Elliot. On voit au travers de ses yeux, on voit toute sa vulnérabilité et on le voit grandir, un petit peu comme Alice qui grandit. Et donc, en effet, toutes ces techniques permettent de développer l'empathie du spectateur vis-à-vis du personnage. Et donc, tous les indices que vous évoquez avec nous jusqu'à présent, est-ce que ça voudrait dire, selon vous, Samantha, qu'Eliot, finalement, il éprouve une certaine crise identitaire? Bien sûr qu'Eliot éprouve une crise identitaire, elle est mise en exergue dans la série et c'est même le point d'ancrage, je dirais, de la série, puisque si on n'avait pas ce personnage qui se questionne sur son identité, je ne suis pas certaine qu'on aurait vraiment la même série. Et les clivages identitaires, ils sont renforcés par des antagonismes également dans la série, donc entre, par exemple, White Rose, qui est donc à la tête de la Dark Army, et c'est pour ça que je l'ai mentionné, il a ce personnage a des projets hyper capitalistes qui font qu'il est l'antagoniste d'Eliot. Et cette opposition entre les deux personnages rappelle une différenciation manichéenne qui a longtemps perduré dans l'imaginaire collectif, nommément celle opposant cracker et hacker, qui désignent respectivement un criminel égoïste pour le cracker, qui est esclave du capitalisme, donc ici ce serait White Rose, et un justicier altruiste pour le hacker, donc qui est au service de la démocratie, plutôt Elliot dans la série. Et en tant qu'antagoniste parfaite, White Rose a également une identité ambivalente. Donc, tout comme Elliot, l'identité de White Rose est instable. Ses souvenirs sont fragmentés dans la dernière saison de la série, comme les souvenirs d'Elliot qui sont fragmentés dans toute la série. Et White Rose joue également sur le genre. Je ne dirais pas qu'elle est transsexuelle, mais elle est plutôt gender fluid dans la série. Alors peut-être qu'elle a des aspirations transsexuelles, mais en tout cas dans la série, elle est présentée plus comme gender fluid, puisque son identité et expression de genre oscillent entre féminité et masculinité. White Rose apparaît premièrement comme une femme à l'épisode 8 de la saison 1, puis comme un homme 2 épisodes plus tard. Et donc, l'apparence de ce personnage reflète les idées de mascarade, de simulacre, de société du spectacle, qui sont également symbolisées par le masque de Life Society dans la série. Et donc, il y a beaucoup de références à l'identité et à l'identité instable, d'antagonisme, qui font référence à cette idée de mascarade. Et c'est pour ça que le masque, je pense, est aussi un symbole important de la série. Effectivement, vous avez tout à fait raison, Samantha, cette idée du masque, c'est vraiment très intéressant et ça renvoie au théâtre. Alors, on en arrive peut-être dans cette troisième partie où on pourrait évoquer ensemble comment le théâtre et ses masques opèrent un passage de l'illusion à la désillusion, parce que je vais préciser un petit peu ce que je veux dire et discuter avec vous. C'est cette idée que le masque est important dans la série, en fait, puisqu'on voit bien que les hackers, et comme les Anonymous d'ailleurs, n'agissent pas à visage découvert. Alors, justement, à travers ça, dites-moi quelle est la place que l'on fait au théâtre, lieu essentiel du masque s'il en est, dans la série Mr. Robot.
Oui, alors le masque, évidemment, c'est un symbole très important. Il est lié aux divers soulèvements sociaux qu'Hugo Orin a déjà évoqués dans son podcast sur la série, notamment la conspiration des poudres de 1605 et le mouvement Occupy Wall Street, les Anonymous, dont vous avez aussi discuté avec Hugo Orin. Euh, Néanmoins, le masque et par extension le théâtre auquel il fait référence, il est aussi mis au service du substrat philosophique véhiculé par Mr. Robert, euh, puisque bien évidemment, il est impossible de réaliser une série dont l'un des emblèmes est le masque sans faire référence aux diverses pièces de théâtre qui ont une vocation philosophique ou en tout cas qui transmettent des idées qui se rapprochent de la philosophie, de la catharsis, etc. Premièrement, le masque, on ne peut pas faire une série avec un masque et des références au théâtre sans penser à Shakespeare, qui est un grand dramaturge anglais. Et beaucoup de personnages de la série rappellent des grands personnages shakespeariens. Tout d'abord, Tyrell, puisque ses actions sont influencées par sa femme, configuration qui rappelle l'emprise de Lady Macbeth sur Macbeth dans la pièce éponyme, où, par ambition, elle pousse Macbeth à commettre un régicide. Quant à Elliot, lui, il rappelle Hamlet, donc le héros hanté par le fantôme de son père assassiné, qu'il se met en tête de venger par tous les moyens. Et on rappelle que les parents d'Elliot ont été, selon Angela et Elliot, tués par E-Corp. Donc, en s'attaquant à E-Corp, Elliot venge en effet ses parents et son père. Le masque est également un outil de dissimulation qui évite, comme vous l'avez dit, aux membres de la F Society de se faire arrêter, de se faire reconnaître, etc. Et d'ailleurs, le demi-acronyme F Society porte également les traces d'un masque textuel, cette fois, puisque le F initial du nom masque sa signification. Elliot suggère à cet égard d'ailleurs Fuck Society dans l'épisode 1 de la saison 3, par exemple, mais à plusieurs reprises, il le fait. Et il est intéressant de remarquer que la même stratégie de dissimulation ou d'encodage acronymique est mise en œuvre par les ennemis de la F Society, étonnamment, donc notamment E-Corp, que Elliot nomme Evil Corp dans l'épisode 1 de la saison 3 également. Donc, ça se traduit par l'entreprise du mal, hein, Evil Corp. Néanmoins, d'autres interprétations de E-Corp sont possibles dans la série, puisque le logo d'E-Corp est inspiré de celui d'Enron, comme l'a déjà mentionné d'ailleurs Hugo Orin. Donc, c'est un conglomérat énergétique très polluant qui a fait faillite en 2021. Et puis, le logo E-Corp, il est aussi parfois suivi de la mention Esmail Corp dans la série, donc référence au réalisateur Sam Esmail. Et donc, ces masques textuels, on ne peut pas vraiment en donner une interprétation certaine. Ils sont donc des terrains d'expérimentation et des énigmes qui rendent le spectateur actif et non plus passif, en l'invitant à faire sens de ces mots coupés qui mettent la signification en attente, en réalité. Alors, ça, c'est très intéressant ce que vous évoquez, Samantha, avec nous à l'instant, parce que véritablement, cette idée hein, qu'on voit tout au long de la saison 2, quand Elliot finalement est en prison, l'attente, c'est quelque chose de très important, de moteur finalement dans la série. Oui, en effet, qu'il s'agisse de la saison 1 où tous les personnages attendent de voir les résultats de leur piratage informatique, etc., ou de la saison 2, où en effet, c'est au tour un petit peu du spectateur d'attendre, même si Elliot attend aussi beaucoup, mais le spectateur attend, la saison 2 est plus lente que la saison 1. L'attente, c'est un thème qui est exploré de plusieurs manières en réalité dans la série. Et pendant cette saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la pièce En attendant Godot, qui apparaît à plusieurs reprises, donc le livre, la pièce écrite, on voit le titre du livre. Et la particularité de cette pièce de Beckett, c'est qu'il ne s'y passe rien du tout. Deux personnages, donc Vladimir et Estragon, attendent Godot, qui n'arrive jamais. Et les thèmes principaux de la pièce sont donc l'attente et sa vanité qui encadre l'ennui dépeint par le dramaturge. Et les nombreuses stichométies qui ponctuent En attendant Godot montrent que les personnages n'existent
que par le dialogue. Et ces mêmes stratégies sont utilisées à nouveau dans Mr. Robot, puisqu'à la saison 2, Elliot dialogue avec Leon, son seul compagnon qui le raccroche à une certaine réalité, mais lui fait également prendre conscience de ses torts au cours de ces discussions, ce qui suggère une dimension aussi existentialiste dans la série. Alors, cette dimension existentialiste, pardon, est très intéressante. C'est vrai, vous venez de le souligner. Et justement, peut-être développer autour de ça, parce que expliquez-nous ce que c'est et comment est-ce que c'est exprimé, surtout dans cette série. Oui, donc l'existentialisme, on en trouve aussi au théâtre, notamment chez Sartre, dans Huis clos. Et il y a un des discours que Angela tient à White Rose, donc c'est à l'épisode 10 de la saison 2, qui est empli de références à Huis clos. Donc c'est une pièce de 1944 où 3 personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce et se jugent mutuellement. Chacun se pense vertueux, aucun ne comprend la raison de sa présence, puis progressivement, les autres lui font prendre conscience de ses désillusions, d'où la citation qui est très connue de Sartre et qui marque la philosophie existentialiste: l'enfer, c'est les autres. Donc ça signifie que c'est l'altérité qui permet à l'homme de porter un regard plus lucide sur sa vie. Et des scènes inspirées de l'existentialisme de Sartre ponctuent Mr. Robot, comme le montre la tirade d'Eliot à l'épisode 1 de la saison 3, où il doute de ses choix et se tient pour responsable de la situation du monde. Je cite: « Je n'ai initié aucune révolution, je nous ai simplement rendus assez dociles pour qu'on se laisse massacrer, et je peux l'accepter en tenant Evil Corp et tous les autres conglomérats pour responsables, car ils ont profité de nous. Je pourrais considérer que c'est de la faute du FBI, de la NSA, de la CIA, car ils les ont laissés faire. Je pourrais croire que c'est de la faute des dirigeants qui les ont aidés et sont devenus leurs complices. Je pourrais dire que c'est de la faute d'Adam Smith, car c'est lui, le premier salopard qui a pensé le capitalisme moderne, dire que c'est de la faute de l'argent qui nous divise, que c'est de notre faute car on se laisse faire, mais rien de tout cela n'est vrai. La vérité, c'est que c'est moi le seul responsable, dit-il, c'est moi le problème, tout est de ma faute, tout, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi le salopard. » Et donc, à la suite de ces échanges, Elliot change sa manière de penser à propos de lui-même et son regard sur lui-même. Et plus la série progresse, plus les autres lui font prendre conscience de qui il est, et cela permet de résoudre, en partie en tout cas, son identité fragmentée et d'éclaircir le regard qu'il a sur lui-même. Et au-delà de la question de la responsabilité, dans Huis clos, Sartre explique également sa vision de la logique du choix. L'homme doit choisir et ses choix ainsi que ses conséquences le suivront pour l'éternité. Et donc cette idée, elle est reprise par Elliot à l'épisode 8 de la saison 3, lorsqu'il déclare, enfin il fait brûler son disque dur, etc. Et il déclare: « Lorsque l'on supprime quelque chose, on fait le choix de le détruire et de ne plus jamais y avoir accès. » Donc ça colle totalement avec la philosophie existentialiste de Sartre et la logique du choix. Donc le théâtre apparaît comme point d'ancrage de la philosophie d'Eliot, de la philosophie également de la F-Society, et les techniques de programmation de la F-Society partagent également certains points communs avec la codification du langage opérée en poésie cette fois. Donc peu étonnant que l'un des intertextes les plus répétés de la série soit un poème du moderniste américain William Carlos Williams. Voilà, quelque chose qui est très intéressant. On va y venir maintenant dans cette dernière partie, Samantha, si vous voulez bien, hein, cette codification. Alors justement, je voudrais voir avec vous ici finalement quelles sont les stratégies de codification dans l'œuvre qui sont qu'est Mr. Robot. C'est-à-dire en fait, bon, bien sûr, vous avez parlé à juste titre et le spectateur et ici l'auditeur s'attend à avoir des codifications informatiques, mais en fait, vous allez peut-être nous montrer comment l'encodage poétique peut entretenir des liens justement avec cet encodage informatique. Oui, en effet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque en soi, le modernisme, donc l'époque littéraire que j'étudie, peut être considéré comme un encodage du réel, puisque ce mouvement, il prend racine après la Première et la Seconde Guerre mondiale, enfin, ou pendant plutôt, et il s'attache entre autres à souligner le vide et l'absence que les guerres ont créé, ainsi que leur absurdité. Et du coup, le langage est presque dépouillé, ce qui fait que le lecteur doit le déchiffrer. Donc, il est codifié. Néanmoins, dans ce paradigme où la guerre a tout détruit jusqu'au langage, ces
objets à décoder sont herméneutiques, fragmentés, on ne comprend pas tout. Et c'est pour ça, je pense que le modernisme est cité dans la série, et notamment les poèmes de William Carlos Williams, où la fragmentation est assez forte, puisque la brouette rouge, il est cité certes dans la série, mais il est aussi récité par Tyrell plusieurs fois, dans son intégralité, et puis il y a plein de références à des lieux qui font écho au poème, qui s'intitule La brouette rouge, comme par exemple un restaurant où les personnages vont manger. Et donc, ce poème, il repose sur une codification du langage, en ce que Williams, certes, il fragmente le langage, mais il a aussi recours à des word square words, c'est-à-dire que ce sont des mots ou des syntagmes qui prennent un sens différent lorsqu'ils sont complétés par le vers suivant. Donc, c'est difficile à expliquer en français, puisque le phénomène, il n'est pas vraiment sensible dans la traduction en français, puisque quand on traduit un poème, on privilégie le sens et pas les expérimentations linguistiques du poète. Mais donc, dans la version originale du poème, Williams écrit en vers 1 « a red wheel », donc qui signifie tel quel une roue rouge. Mais ensuite, le vers est complété par le vers suivant, donc le vers 2, qui commence par « barrow ». Et donc, ça transforme la signification du vers précédent, puisqu'il ne s'agit plus d'une roue rouge, mais d'une brouette rouge. Puisque wheelbarrow, si on remet les deux mots ensemble, ça signifie brouette. Donc, en résumé, chaque vers du poème transforme la signification de ce qui précède, et le lecteur ne peut avoir une impression générale du poème qu'à la fin de sa lecture. Et le codage informatique qu'Eliot maîtrise à la perfection dans la série est construit sur ce même principe. Les lignes de code doivent être mises à la suite et exécutées, elles s'ajoutent les unes aux autres pour faire sens, sinon le programme ne fonctionne pas. Et dès lors, il n'est pas surprenant que ce soit un poème de William Carlos Williams qui ait été choisi comme intertexte principal de la série. Et en plus de cette parenté entre langage poétique et langage informatique, on peut aussi identifier un parallèle entre rythme et algorithme dans la série, donc rythme poétique et algorithme informatique, puisqu'un algorithme en informatique, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème, définition qui n'est pas sans rappeler la résolution rythmique opérée dans la brouette rouge. Donc la prosodie, le rythme, d'abord iambique, donc composé d'un vers où se succèdent des pieds d'une syllabe non accentuée suivie d'une syllabe accentuée, donc ça fait un rythme assez harmonique. Ce rythme, il subit une inversion à partir du vers 4, ce qui crée moins d'harmonie, ou en tout cas une dissonance, et les iambes se transforment en trochées. Donc c'est l'inverse d'un iambe, donc une syllabe accentuée suivie d'une syllabe non accentuée, donc c'est plus abrupt comme rythme. Et cette opposition, elle est résolue dans le dernier couplet du poème, en ce qu'il associe un vers iambique à un vers trochaïque, donc les deux sont associés. Donc le parallèle entre rythme et algorithme est identifiable ici, puisque comme l'algorithme, le rythme du poème de Williams cherche à résoudre quelque chose. C'est également identifiable dans la musique cyberpunk de la série, ce parallèle entre rythme et algorithme, puisque ce type de musique est souvent constitué de bribes incomplètes que les harmonies, qui arrivent généralement tard, résolvent ensuite. Donc, tout le rythme des poèmes en question dans la série, ou de la musique en question dans la série, tendent vers une résolution, tout comme un algorithme tend vers une résolution aussi selon sa définition. Et enfin, chez Williams, le rythme est avant tout fondé sur le souffle respiratoire, donc il n'y a pas des rimes à chaque vers, etc., comme dans les poèmes qu'on a l'habitude de voir. C'est plutôt conforme à ce que l'on appelle le vers projectif, qui a été théorisé par Charles Olson, un autre poète américain dans les années 1950. Et selon eux, le rythme poétique s'adapte à la physiologie humaine, puisqu'il correspond au souffle et non pas à des codes poétiques où il y a des rimes, des alexandrins, etc.
Néanmoins, en plaçant rythme et algorithme en parallèle, Mr. Barbot opère un passage du naturel à l'artificiel, lui, et plus précisément du physiologique au machinique. Donc, comme le confirme l'automatisation de la pensée euh, qui sont présentes dans les références au surréalisme dans la série, on a des références au passé, à la poésie de Williams, à la tradition, mais on a aussi une idée d'innovation dans Mr. Roberts. Donc, même s'il y a des références à la poésie ou au surréalisme, elles sont poussées plus loin pour créer justement et contribuer à cette atmosphère dystopique. Alors justement, est-ce que vous pourriez maintenant, Samantha, développer avec nous ces références au surréalisme? Parce que c'est très intéressant, parce qu'elles permettent sans doute de voir ce mouvement vers une automatisation de la pensée. Vous l'avez dit, hein, cette pensée automatique, plus ce surréalisme, il sert à montrer ça en fait. Oui, en effet. Alors déjà, pour, pour montrer que, en effet, le surréalisme est important. C'est vrai que le rêve, donc tout ce qui est onirique, est important dans le surréalisme, et il y en a énormément dans Mr. Robot avec cette oscillation entre rêve et réalité. On a parlé d'Alice au Pays des Merveilles tout à l'heure et de toutes les références qu'il y avait à Alice dans Mr. Robot. Donc, en effet, l'idée de surréalisme, de rêve et d'onirique est très présente. Et à l'épisode 6 de la saison 1, un tableau du peintre et poète surréaliste dominicain Gilberto Hernandez Ortega apparaît dans la scène d'ouverture, ce qui matérialise l'héritage surréaliste présent dans Mr. Robot. Et donc, pour le définir, le surréalisme, c'est un mouvement apparu au XXe siècle, notamment en 1924, avec André Breton qui écrit le premier manifeste du surréalisme. Et l'un des objectifs du surréalisme est d'exprimer l'inconscient, le psychisme au travers de diverses techniques telles que l'écriture automatique ou la représentation des rêves, notamment une représentation artistique. En outre, comme le déclare André Breton, la réalité absolue est indissociable du psychisme. Je cite André Breton. Il écrit dans le manifeste « Je crois à la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue. » Donc cette perception-là, elle n'est pas sans faire écho aux réflexions d'Eliot qui, à l'épisode 10 de la saison 2, remet en question la perception que les sens donnent du monde réel. Et donc, comme André Breton, il semble croire que la réalité n'est pas vraiment la réalité, n'est pas cette réalité absolue. Je cite Eliot. C'est une chose de remettre son esprit en question, c'en est une autre de remettre en question ses yeux et ses oreilles. Mais à nouveau, ça revient au même. Nos sens ne font-ils pas que d'alimenter notre cerveau de façon médiocre? Forcément, on compte sur eux, on croit qu'ils dressent un portrait fidèle du monde réel qui nous entoure. Et si la terrifiante réalité, c'était qu'ils nous trompaient, que ce que l'on percevait n'était pas le monde réel du tout, mais seulement la déduction de ce que notre esprit aurait jugé la plus juste, que tout ce à quoi on a réellement accès, c'était une réalité brouillée, une image vraiment floue dont on ne pourra jamais distinguer les détails. C'est ainsi dans cette perspective surréaliste que la série s'attache à reproduire les mécanismes psychiques du rêve et de l'inconscient. Nombreuses sont les scènes où l'imagination et le réel fusionnent, on en a parlé, donc avec Alice, comme je l'ai dit. À la saison 2 aussi, la série semble avoir été elle-même hackée, tant les phénomènes de projection et de substitution psychique résultent d'une fusion entre l'imaginaire et la réalité. Et puis, pendant cette saison aussi, Elliot remplit un journal qui, suite au succès de la série, a été reproduit et mis sur le marché par le réalisateur en 2016. Donc, c'est le journal qu'il y a dans la série qui est consultable en version papier et en détail. Et dans ce journal, Elliot a écrit à la main, donc il y a une graphie manuscrite, et il y a des techniques d'écriture automatique qui sont clairement expérimentées. Donc l'écriture automatique, elle faisait partie du surréalisme. L'idée, c'est d'écrire toutes nos pensées telles qu'elles nous viennent à l'esprit, à la suite. Et donc, on a des pages entièrement rédigées où il n'y a pas de points, où il n'y a pas de ponctuation. Toutes les pensées qui surviennent, elles sont notées sur le papier. Et aussi, donc, il y a des phrases longues, une syntaxe paratactique, c'est-à-dire
à rallonge sans conjonction de coordination, qui rappellent cette accumulation de pensées. Et puis en plus, il y a des croquis ou des calligrammes dans cet objet, dans ce journal, c'est-à-dire que ce sont des dessins qui sont faits avec des mots, à l'instar des dessins de Guillaume Apollinaire, enfin des calligrammes de Guillaume Apollinaire, qui était un poète justement surréaliste. Alors, peut-être en dernière question, Samantha, ça serait intéressant de te faire un petit parallèle ici avec votre thèse, hein. On a parlé d'encodage, on a parlé d'automatisation, et pour votre thèse, vous avez utilisé un concept sociologique qui est intitulé l'hypermodernité, justement, qui parle de ces thématiques-là. Alors, juste dites-moi peut-être dans quelle mesure peut-on dire que Mr. Robot s'inscrit dans cette ère hypermoderne. Et peut-être, avant tout, est-ce qu'on pourrait rappeler la définition de ce concept parce que j'imagine comme moi, avant d'en parler avec vous, je n'étais pas hyper au courant de ce que ça voulait dire justement. Est-ce que vous pouvez nous le développer et puis après, dans la deuxième partie de la question, aller vers en quoi justement cette série montre ce concept-là? Bien sûr. Donc l'hypermodernité, c'est un concept qui a été popularisé en France par le sociologue Gilles Lipovetsky, mais c'est pas lui qui a inventé cette théorie. Le terme, il est apparu pour la première fois dans les travaux de Max Pagès, un psychosociologue qui a travaillé sur l'organisation interne de l'entreprise IBM. Et il a publié les résultats de ses recherches dans un ouvrage intitulé L'emprise de l'organisation en 1979. Et donc sa thèse principale consistait à montrer que les dirigeants exerçaient certes un contrôle physique sur leurs employés, hein, par exemple un salarié, il doit être à son poste à telle heure, donc ça limite sa liberté de mouvement. Mais en plus de ce contrôle physique, les dirigeants exercent un contrôle psychologique ou psychique, euh, puisque les entreprises, les dirigeants influent sur l'ambition, la motivation et, in fine, sur la manière d'être des employés. On peut par exemple penser à la culture d'entreprise ou l'idéologie entrepreneuriale, à l'avancement au mérite ou la nécessité pour un employé d'adhérer aux objectifs d'une entreprise, qui influencent tous la façon dont un salarié va se comporter au travail. Donc, il y a une emprise psychologique au sein des entreprises qui est exercée par les dirigeants, selon Max Pagès. Et une entreprise hypermoderne, elle réunit ces différents facteurs, donc la grande taille et l'existence d'une hiérarchie d'entreprise qui fait qu'il y a un contrôle physique et psychologique sur les employés. Donc, ici, on peut aisément se figurer le lien entre IBM, donc cette entreprise étudiée par Max Pagès, qui est une entreprise hypermoderne, et le conglomérat E-Corp dans Mr. Robot, et en conclure que, en effet, E-Corp est aussi une entreprise hypermoderne. On pense aux différentes stratégies de manipulation auxquelles Angela est soumise, par exemple, qui démontrent l'exercice d'un contrôle fort, si ce n'est abusif, de la part du patronat. Et donc, cette première définition du terme hypermodernité est parfaitement illustrée dans la série. Néanmoins, c'est pas tellement la dimension entrepreneuriale de l'hypermodernité qui m'intéresse, et plus récemment, dans la recherche, il y a un changement d'échelle qui a eu lieu, et on est passé de l'analyse de l'entreprise hypermoderne à la définition de l'individu hypermoderne, ce qui rapproche d'autant plus le concept de la sociologie et de la psychologie. Ainsi, des psychologues comme Nicole Aubert ont exploré le concept d'hypermodernité et l'ont défini comme un excès d'hypermodernité chez un individu, ce qui provoque des pathologies, notamment le burn-out, dont les prémices sont esquissées par le comportement au travail de Tyrell ou de Angela dans Mr. Robot, ainsi que la toxicomanie, qui est un fléau de l'hypermodernité. Et Elliot, grand adepte de morphine, représente tout à fait la toxicomanie dans la série. Donc, en plus de nous présenter une entreprise hypermoderne, Sam Esmail nous donne à voir des individus hypermodernes. Et c'est là aussi que les thèmes de l'encodage et de l'automatisation dans Mr. Robot résonnent avec la notion d'hypermodernité, puisqu'elle correspond en effet à une réification de l'individu qui n'est plus sujet, mais objet de cet hypersystème, à l'instar d'une machine. Bien sûr, cette idée de machine
vous allez me dire, elle est déjà présente dans le concept de postmodernité, mais la différence entre la postmodernité et l'hypermodernité, c'est que dans l'hypermodernité, la machine peut tomber en panne, ce qui donne lieu à ces diverses pathologies citées précédemment. Et donc, dans ma thèse, j'essaie de circonscrire un peu mieux ce concept d'hypermodernité tout en identifiant les apports d'une lecture de l'œuvre de William Carlos Williams au prisme de la notion d'hypermodernité. Et le fait que la poésie de Williams, qui est beaucoup citée donc, dans Mr. Robert, soit investie dans cette série, qui est en grande partie liée au piratage informatique, alors que les ordinateurs sont apparus au moment de la mort de Williams, ça soulève un questionnement sur l'héritage laissé par la poésie de l'auteur et sur les échos que ses écrits entretiennent avec la naissance de l'hypermodernité. Et il est aussi intéressant de noter que dans cette optique hypermoderne qui est esquissée dans Mr. Robert, on trouve un mélange assez important, mais assez hétéroclite, d'œuvres littéraires qui, chacune à leur manière, nous invitent à un questionnement sur un ou plusieurs aspects de l'hypermodernité. Par exemple, si on reprend Résurrection de Tolstoï au prisme de l'hypermodernité, on peut se dire que le roman et sa présence dans la série ouvrent une réflexion sur l'idée de post-religion. Puisque l'hypermodernité, contient cette idée d'une post-religion, c'est-à-dire ni un rejet de l'Église, ni un rejet de la spiritualité, ni une foi totale en Dieu, mais la recherche d'une spiritualité plus iconoclaste, plus personnelle. Pareil pour Huis clos, qui nous invite à nous interroger sur la configuration de l'ère post-foucaldienne, où le pouvoir est exercé non pas que par les autres, mais par soi-même, etc. Et puis le surréalisme également, qui neutralise cette opposition entre rêve et réalité. Donc, en fait, avec l'hypermodernité, on a une sorte de neutralisation des oppositions et des ambivalences. Euh, et, euh, et donc, l'hypermodernité, elle est paradoxale, entre guillemets, mais elle permet l'existence d'ambivalence et l'avancement peut-être vers un milieu entre ces ambivalences, ces paradoxes et ces oppositions. Et c'est un petit peu ce que représente Elliot dans Mr. Robert, puisque d'un côté, c'est un criminel hacker qui contourne la loi, qui pirate des entreprises, des particuliers également. Et puis, d'un autre côté, il agit au service de la société. Et donc, c'est difficile de savoir si ce qu'il fait, c'est bien ou si ce qu'il fait, c'est mal. Et c'est un petit peu pareil pour White Rose, avec qui on a de l'empathie également. Donc, toutes les oppositions de la série, elles sont progressivement déconstruites, un petit peu comme le fait l'hypermodernité qui déconstruit toutes les ambivalences et les paradoxes. Donc, tous les choix intertextuels élaborés par le réalisateur pour construire la dystopie Mr. Robert semble, dans une certaine mesure, nourrir cette idée d'hypermodernité ou de modernité en excès. Et en plus, il faut savoir que la sociologie s'intéresse également aujourd'hui à ce qu'on appelle la cybermodernité, dans laquelle les outils numériques transforment notre présence au monde en ce qu'ils hybrident le réel et le virtuel. Donc, ça rappelle encore une fois l'oscillation dans Mr. Robert entre réel et virtuel. Alors, Samantha Lemonnier, on arrive au bout de cette émission sur Mr. Robot. J'aimerais que vous nous expliquiez, peut-être en conclusion, pour terminer là-dessus, l'intertexte qu'il y a dans la série montre qu'en fait, celle-ci est construite autour de réseaux de sens. Alors, au-delà des références littéraires, Sam Esmail évoque-t-il d'autres formes artistiques pour terminer autour de ce que vous évoquiez à l'instant? Oui, bien sûr. Donc, en effet, l'intertexte littéraire, il est très présent. Il donne une dimension transmédiale à la série. Il souligne l'interpénétration entre monde réel et monde virtuel, entre texte et hypertexte, et crée un réseau de sens pluriel, comme vous l'avez dit, qui donne lieu à diverses interprétations possibles dans la série. Et puis, si la littérature, elle est présente dans ce monde dystopique, c'est également pour souligner qu'elle n'est pas vaine, mais au contraire qu'elle permet de faire sens des évolutions socio-culturelles, à l'instar de celle en jeu dans Mr. Robert. Mais en effet,
Sam Esmail ne s'en tient pas à la littérature, puisque d'autres références aux arts visuels, notamment au cinéma, sont établies dans la série. Par exemple, Retour vers le futur, c'est le film favori d'Elliot, tandis que dans la saison 1, à l'épisode 9, il y a un flashback où Elliot demande à son père de l'emmener voir Pulp Fiction au cinéma. Et puis, il y a un des restaurants de la série qui s'appelle Fidelio, donc qui est une référence à Eyes Wide Shut, puisque dans Eyes Wide Shut, il y a un mot de passe pour accéder aux soirées spéciales qui s'appelle Fidelio, donc comme le restaurant dans Mr. Robot. Et en fait, tous les films qui sont évoqués dans la série sont des films un petit peu rétro qui font aussi référence au passé, donc comme la littérature qui est évoquée dans la série. Il y a Hugo Orin qui a aussi cité V pour Vendetta. Il y a des références à Shining, à Fight Club dans Mr. Robot. Et donc, toutes ces références intermédiaires contribuent au dynamisme de Mr. Robot, puisque au-delà d'ancrer la série dans une tradition culturelle commune, leur utilisation souvent détournée participe à la défamiliarisation en jeu dans la série, et le spectateur se retrouve dans une position liminale, dans un entre-deux, entre connu et inconnu, comme propulsé à la lisière du dark web, section de la toile seulement accessible à un certain nombre d'initiés. Merci beaucoup Samantha Lemonnier pour cette évocation de la série Mr. Robot que l'on peut retrouver sur Netflix et sur d'autres plateformes, il me semble. Série qui a quelques années maintenant, mais qui est toujours aussi sympathique à regarder parce qu'elle permet de bien comprendre le monde actuel, ce monde cyber en tout cas. Et vous l'avez évoqué aussi, il y a beaucoup de références et comme l'avait dit aussi Hugo, des références historiques, références, je l'avais dit, littéraires. Donc c'est une série qui est très très riche et on vous remercie pour toutes ces explications. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur un certain nombre de notions qu'on a évoquées tout au long de l'émission, vous pouvez vous rendre sur notre site histoireensérie.com à la page de l'émission sur laquelle vous trouverez une présentation bien sûr détaillée de Samantha, mais aussi une bibliographie indicative qu'elle a donnée pour développer autour de certaines idées évoquées ici. Merci beaucoup Samantha et puis à bientôt j'espère. Merci Nicolas, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Endless on mystic